Merci à David Nana et à Nadine Zongo qui nous ont respectivement cédé l'antenne à la radio et à la télévision pour cette nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez suivre en direct et en simultané, vous le savez, sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. On est également accessible sur les plateformes Facebook et YouTube. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Var. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour Juge Va, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Boula, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Rôle des parlementaires dans la lutte contre le terrorisme. Comment l'Assemblée nationale peut-elle améliorer et renforcer la gouvernance sécuritaire à travers le contrôle de l'action gouvernementale? Ces questions vont constituer le fil conducteur de la présente convocation. À la barre ce matin, Aziz Diallo, député maire de Dori. Il est également président du parti PDS Medba. Bonjour et bienvenue honorable. Bonjour Président, bonjour Monsieur les juges. Vous connaissez très bien le principe de cette émission, l'audition avec les juges, c'est après la première fenêtre, les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, on va donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? C'est l'initiative de la mairie de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Donc ces projets-là, ces deux villes qui sont concernées par les adressages, avec l'appui du ministère en charge du numérique, pour pouvoir faciliter le repérage des domiciles et des entreprises. Une initiative effectivement à saluer parce que quand vous avez besoin de quelqu'un, mon vieux, la référence, c'est soit un débit de boisson, soit un restaurant ou un édifice public ou privé. C'est vraiment pas facile de pouvoir, comme on appelle ça, s'orienter à Ouagadougou. Donc il y a un problème d'adressage qui se pose véritablement. Et donc, à l'épreuve du numérique, même quand parfois vous connectez le GPS, il y a des moments où il vous lâche, en fonction aussi de la qualité de la connexion de votre réseau ou bien de la zone où vous êtes. Parfois, il vous met dans le décor. Donc, il y a des moments où si vous suivez votre GPS, vous vous perdez. Mais cet adressage également dans ce commerce, dans cet élan de e-commerce qui est en train de prendre également de l'envol dans notre pays, ça va faciliter les choses. Donc, je dis bien, quand c'est bon, il faut le dire, c'est un bon point. Et il faut féliciter les acteurs parce que ça va concerner la ville de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Donc, une initiative effectivement à saluer parce que ça participe à la dématérialisation, d'identifier facilement, de repérer facilement, je dis bien les domiciles. Et puis bon, voilà. Parce que ici, on ne s'oriente pas par ça. On va vous donner le numéro de porte, mais vous n'allez pas regarder. Ou bien le numéro de porte, il est carrément effacé parce qu'on n'utilise pas. On n'utilise pas alors que chaque porteur a son numéro. Mais d'abord, on l'efface et même s'il est là, après, la peinture disparaît et puis ça s'arrête là. Parce que personne ne regarde même rarement. Voilà, c'est dans les villas ou bien les cités que peut-être, mais le reste là, les gens ne sont pas habitués à ces choses-là. Donc, j'ai dit, c'est bien de le faire et de le faire bien avec une bonne com pour que les gens également puissent s'identifier facilement où ils veulent exactement aller. Donc, je tenais à féliciter les acteurs parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Merci, juge Bougma. Juge Var. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner l'inhumation d'hier. On a vu le cimetière du secteur 6 où il y avait quelques gorges chaudes. Il fallait s'y attendre parce que les parents de victimes ont estimé que ce qui avait été creusé, qui devrait donc accueillir les cercueils, n'était pas d'un point de vue qualitatif ce qu'ils attendaient. Ils demandaient plus de respect pour leurs morts, pour leurs proches qui avaient disparu. En tout cas, ma pensée va à l'endroit de ces personnes qui ont été portées en terre plutôt hier. Et puis, à l'endroit de ces familles-là, vous savez, il n'y a pas de mots pour, dans ce genre de situation-là, apaiser, parce que la douleur elle est tellement forte. Mais j'espère que ces familles-là seront fortes. Et puis n'oublions pas aussi qu'il y a encore 17 gendarmes qui manquent à l'appel. Mais pensez aussi vont vers les familles de ces... Parce que l'attente ici aussi, elle n'est pas facile. Je ne sais pas si il est tombé, n'est pas tombé. Donc c'est vraiment dans cette douleur-là que les choses se sont passées hier. Et on comprend
toutes les frustrations qu'il y a eu, parce qu'on sait aussi les conditions dans lesquelles ces personnes sont parties. En tout cas, c'est marque une halte, c'est le sacrifice le plus fort, c'est donner sa vie, et c'est ce qu'ils ont fait. Et j'ose espérer que ça servira à quelque chose et qu'on inversera la tendance dans la guerre dans laquelle nous sommes. C'est mon avant-propos d'aujourd'hui. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, aussi bien à la télé, à la radio, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané. Aziz Diallo, président du PDS Metba et député maire de la ville de Ouagadougou, est notre convoqué du jour. Honorable, une fois de plus, bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Merci, monsieur le président. Je voudrais, si vous permettez, apporter une correction. Je ne suis pas le président du PDS. Non, ce n'est plus le PDS Metba, c'est le PDS. Et je ne suis pas le président, je suis le vice-président. Le président du PDS, c'est monsieur Ibrahima Koné. D'accord. Et donc je suis vice-président. Alors, c'est connu, vous êtes le fils de feu Arba Diallo, une figure de prix pour la scène politique burkinabé. Il a été également un visage et un opposant de taille pendant la période post-insurrection. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes vice-président du parti qu'il a mis en place. Est-ce que c'est facile de porter aujourd'hui l'héritage de Arba Diallo, vu l'envergure et la place que l'homme a occupée sur la scène politique burkinabé? Vous me permettrez aussi de m'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes de ces tueries ignobles auxquelles notre peuple est confronté. Je pense à ceux qui sont tombés et qui ont été portés sous terre hier d'Inata. Je pense à ceux qui sont tombés hier encore à Foubé et à toutes les autres victimes. Donc mes pensées vont vers eux et vont vers leur famille et vers tous leurs camarades et tous leurs camarades d'uniforme. La question que vous avez posée, elle-même, elle détient en elle-même sa réponse. Le défunt est quelqu'un que tout le monde a pu connaître quand même dans ce pays. On a pu mesurer un peu son engagement et les investissements et les sacrifices qu'il a eu à fournir pour ce pays, pour la démocratie et pour le développement dans ce pays. Bien sûr, ce n'est pas chose aisée d'avoir. Je peux même pas avoir la prétention d'essayer de faire ce qu'il a fait. Mais je m'en sers comme boussole. Je me dis que le pire des choses, le pire que je pourrais faire, c'est d'essayer de faire comme lui. Et par la grâce de Dieu, si j'arrive à le faire ou j'arrive même à faire une partie de ce qu'il a fait, ce sera ma propre contribution aussi. D'accord. Monsieur les juges, question de généralité. Alors, en question de généralité, c'est cette déclaration commune que vous avez signée avec certains partis politiques, déclaration dans laquelle vous pointez du doigt 3 principaux éléments. Incompétence, sabotage ou complicité. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à acter cette déclaration commune? Bon, c'est le fruit d'analyses que nous avons menées ensemble avec les autres partis politiques que vous avez signalés. C'est des analyses que nous avons menées parce que nous voyons tous la situation dans laquelle notre pays est. En tant qu'acteurs, nous avons notre lecture et notre lecture est basée sur les faits, objectifs comme subjectifs, ce que nous avons constaté, ce que nous constatons. Et à partir de là, nous faisons notre analyse et sur la base de cette analyse, nous faisons des propositions. On s'est dit que nous traversons une période que nous n'avons jamais connue dans notre pays. Et cette période aussi, on a l'impression qu'elle se dégrade de jour en jour. Chaque jour vient avec son lot de consolation. Nous sommes quand même dans un pays qui est indépendant depuis très longtemps, qui a une armée, qui a des institutions qui fonctionnent. Nous avons connu des périodes difficiles, mais à aucun moment donné, la remise en cause du fonctionnement des institutions n'a été un fait concret. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que du coup, nous subissons toutes ces difficultés, toutes ces peines, et que ces institutions sur lesquelles nous nous sommes toujours appuyés n'arrivent pas à nous sortir de l'ornière. Donc ce n'est pas pour jeter l'opprobre sur un corps comme l'autre, parce que nous partons déjà du fait que la responsabilité, elle est collective. Nous n'allons pas pointer du doigt les forces de défense ou de sécurité ou le politique ou la société civile. Nous pensons que nous sommes là aujourd'hui, tout le monde a sa part de responsabilité. Mais maintenant, il faut que, au niveau des fonctionnements, des opérations, que les responsabilités quand même soient situées. Au niveau de l'armée, on est en droit aujourd'hui de se poser des questions, de se demander comment ça se fait que, malgré le fait que nous ayons cette armée, nous ayons
fait tous ces sacrifices durant toutes ces années, qu'il s'agisse des sacrifices point de vue institutionnel, point de vue financier, et ainsi de suite, pour mettre l'armée dans les bonnes conditions. On peut citer ces dernières années la loi de programmation militaire, on peut citer beaucoup d'autres. Même avant la loi de programmation militaire, il y a quand même eu des efforts qui sont constatés au niveau du budget. Mais le peuple a en droit de s'attendre maintenant que tous ces efforts-là soient accompagnés de résultats sur le terrain. Mais ce que nous constatons, c'est que la situation se détériore, se dégrade. Donc, on a en droit de se poser des questions. Ici, c'est une question d'investissement pour permettre à notre armée d'être encore plus efficace dans cette lutte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si ce que nous faisons, pourquoi ce que nous faisons jusqu'à présent n'est pas suffisant? Est-ce que ce que nous faisons va vraiment à l'endroit de ce pourquoi il a été édicté? Donc, ce sont ces questions que tout le monde se pose. Malheureusement, aujourd'hui, dans le contexte, nous sommes tous devenus des spécialistes en sécurité. Chacun a son analyse, chacun a son mot à donner. Mais voilà, c'est parce que c'est dû à la situation dans laquelle nous sommes. Alors, avant, c'était les acteurs politiques, le décideur, celui qui est dans l'organisation, qui a pointé du doigt. Votre déclaration, c'est beaucoup plus ceux qui sont dans l'opérationnel. Donc ça parle beaucoup plus des forces de défense. Le regard, les gens l'orientent moins dans ce sens. Ou quand c'est dit, c'est dans des salons feutrés. Cette fois-ci, c'est une déclaration publique qui s'interroge sur les capacités de nos hommes. Ça tranche, je dis bien, avec, comment on appelle ça, ça rejoint, ce que Benouende a dit. Il faut secouer le cocotier parce qu'il estime qu'il y en a qui ne sont pas à leur place. Vous êtes du même avis de mettre certains à la retraite anticipée? Il faut secouer le cocotier, je suis entièrement d'accord. On n'aurait pas pu le dire mieux. Mais je ne sais pas si... Je suis tenté de dire oui, mettons certains à la retraite, mais est-ce que si on met certains à la retraite, le lendemain, ça va mener une amélioration de la situation? Peut-être qu'il faut regarder le fond du problème. Bon, l'armée, on dit c'est la grande muette. J'aurais aimé qu'ils soient sur les plateaux et qu'ils puissent expliquer quelles sont leurs difficultés de fonctionnement, mais on sait qu'ils ne vont pas le faire. Donc la responsabilité, c'est au niveau du politique. Facilement, on s'en prend. Et c'est tout à fait légitime qu'on demande aux politiques de nous rendre compte, parce que le politique doit être en mesure de traduire cette situation que vivent nos soldats au front. Le politique doit être en mesure de déceler les manquements qu'il y a et tout ce qu'il y a comme défaillance et apporter les corrections pour que nos soldats puissent mener cette guerre. Donc quand on constate sur le terrain que même notre espace d'expression est en train de se rétrécir, on se demande, on pointe du doigt de l'armée, mais peut-être que l'armée aussi, ils ont des explications à nous donner. Qu'est-ce qui nous dit que ce que nous sommes en train de constater comme sacrifice, ce que nous mobilisons comme ressources au profit de l'armée, qu'est-ce qui nous dit que effectivement ces moyens-là arrivent à nos soldats au fond? C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui, en toute légitimité. Ce n'est pas pour jeter l'opprobre à une personne à une autre, mais quand vous donnez des ressources pour que certaines personnes puissent être dans les conditions pour travailler, pour qu'elles ne soient pas dans les conditions, vous êtes dans le droit de vous demander donc où sont allées ces ressources? Comment ça se fait que ces ressources n'ont pas eu l'impact au niveau de l'amélioration des conditions de travail des soldats au front? Donc ce sont ces questions que nous nous posons et je pense que dans le processus qui va nous amener à sortir de cette situation, il faut avoir le courage de poser ces questions et de chercher les réponses et regarder la réalité en face. Juge va. Oui, on a reçu ici le docteur Aristide Ouedraogo qui disait entre autres que l'Assemblée nationale a failli à son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et qu'elle-même aussi devrait rendre le tablier. Vous disiez tout à l'heure, on a d'une façon ou d'une autre une part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver. Pour vous, la part de responsabilité d'une Assemblée, ça devrait être quoi? Et puis, qu'est-ce que vous pensez aussi de sa conclusion à lui? C'est-à-dire, il a dit que le président doit démissionner, mais vous aussi, parce que vous avez échoué dans votre rôle. J'ai du respect pour lui, mais je ne partage pas son opinion. Il a son constat, il a ses éléments. Moi, je ne suis pas du même avis que Dr Ouedraogo. Et oui, je suis pas là pour dire que l'Assemblée a fait tout son travail et que tout... Il y a lieu de se poser des questions. Il y a toujours lieu, surtout quand nous traversons une situation comme ça, tout le monde doit se remettre en question. Toutes les institutions doivent se remettre en cause. Il faut se demander, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Au niveau de l'Assemblée,
il y a eu quand même des discussions et des débats sur ces questions sécuritaires. Et je vous rappelle que le budget de l'État est quand même voté à l'Assemblée. Donc à chaque moment, à chaque occasion, il y a des discussions qui sont menées et que l'Assemblée a toujours accepté de soutenir. Le mot d'ordre, c'est qu'il faut soutenir les forces de défense et de sécurité parce que nous sommes dans une guerre où ils sont au front. Il faut que l'État et toutes les institutions apportent le soutien dont ils ont besoin. C'est pour ça que tous les budgets qui ont été votés, on peut dire depuis 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez constater qu'il y a vraiment une augmentation vertigineuse, même on peut dire, et historique des budgets qui sont accordés aux forces de défense et de sécurité. La loi de programmation militaire dont je parlais tout à l'heure, ces chiffres sont astronomiques. On se disait qu'avec ces chiffres, on peut même tuer la pauvreté dans notre pays. Mais il faut constater parce que nous sommes dans une période, dans une situation difficile. Mais maintenant, est-ce que seulement faire cela est suffisant pour une assemblée, pour une institution dans ces temps? Je me pose aussi les mêmes questions. J'ai des doutes là-dessus. Mais je n'irai pas à dire qu'il faut que ces institutions-là commencent à démissionner les unes après les autres. Et je suis pas convaincu que cela va régler le problème. On peut se poser les questions. On peut avoir en toute objectivité se poser les questions, chercher les réponses. Mais définissons le cadre dans lequel nous sommes. Nous sommes quand même dans un pays qui a des institutions. Nous sommes dans un ordre constitutionnel. Moi, je suis pas partisan de ceux qui veulent remettre tout cela à la poubelle et puis nous envoyer à l'aventure demain matin dans une situation où plus rien, il n'y a aucune institution, il n'y a absolument rien. Non, je pense que ce serait très dangereux. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, la fragilité de notre pays, la fragilité du contexte sécuritaire nous amène quand même à avoir un peu de retenue sur certaines de ces questions. On peut faire le constat que nous pouvons faire, les choses ne marchent pas, il y a des problèmes, on est tous d'accord là-dessus. Mais les solutions, ayons de la retenue et on prend beaucoup de mesures sur les solutions que nous proposons. Je ne retire rien à Dr Ouédraogo, il a le droit de ses opinions, je ne suis pas là pour apprécier ses opinions que ce soit, mais je ne les partage pas. Alors, honorable, c'est connu, la qualité de la réponse dépendra de la qualité du diagnostic. Vous êtes député maire d'une localité, Dori, qui est le chef-lieu de la région la plus touchée, on peut dire ça comme ça. Selon vous, pourquoi le terrorisme? C'est vrai qu'après 7 ans, on se pose la même question. Pourquoi le Burkina est attaqué? Quel est le diagnostic que vous faites? Nous estimons que ce que nous subissons aujourd'hui est une conséquence de tout ce qu'on peut appeler les échecs des programmes de développement ou tout ce qu'il y a eu comme action de développement. Je peux même remonter sur les 25-30 dernières années. Ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la conséquence de tous ces échecs au niveau politique, sur les questions de développement. On a créé une situation qui s'est détériorée au fur et à mesure. Et le contexte aujourd'hui a été favorable à ce que cette détérioration-là explose au visage du monde entier. Mais les problèmes que nous vivons aujourd'hui, vous savez que si vous sortez un peu une carte au niveau de notre pays, vous regardez les différentes régions, il y a un parallèle qu'on peut facilement établir entre les régions quand vous regardez ne serait-ce que les taux d'accès aux services sociaux de base. Cela, vous parlez aussi du taux de pauvreté. Sortez une carte, vous voyez où sont ces zones qui sont les plus faibles, les chiffres sont les plus alarmants dans notre pays, et vous verrez le parallèle avec ces zones qui sont aujourd'hui frappées par l'insécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'insécurité a trouvé un terroir très fertile, a trouvé des populations très vulnérables, qui déjà étaient dans un contexte où, en termes d'autorité de l'État, ils se posaient des questions. Vous allez dans les zones frontalières où le type, il sait même pas de quel côté de la frontière il est, parce qu'il n'a jamais rien vu venir. Donc c'est tous ces échecs-là qui ont contribué à fragiliser davantage ce qu'on avait comme tissu au niveau de ces zones. Et aujourd'hui, la crise qui existe au niveau de la sous-région, avec le terrorisme, avec tout ce que nous avons comme connexion avec la situation au niveau de la sous-région, a fait qu'aujourd'hui nous subissons cela de plein fouet. Mais on a notre responsabilité parce que nous n'avons pas fait, les États que nous avons eus n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire depuis les indépendances jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas, on n'a pas mis les efforts, les accents nécessaires sur ces thématiques de développement dans ces zones très fragiles, dans ces zones frontalières. Et ce phénomène, on constate que ce n'est pas propre qu'au Burkina. Dans beaucoup de pays de la sous-région, quand vous voyez, les zones frontalières sont en général les zones qui sont entièrement abandonnées. Et donc cela a rendu le travail des hommes sans foi ni loi beaucoup plus facile parce qu'ils arrivent, vous voyez des jeunes qui sont entièrement désœuvrés, qui n'ont aucune perspective, qui ne voient rien venir à l'horizon. Et ces gens-là, donc, ils ont su exploiter leur vulnérabilité. C'est cela. Juge Bougma. Alors, en lien avec ça, il y en a qui estiment que c'est vrai, il y a des questions de développement, mais dans notre contexte, cela seul
ne suffirait pas à expliquer la situation. Vous êtes dans une zone, comment on appelle ça, sensible, pour ne pas dire rouge comme c'est présenté. Donc avec recul et avec les charges que vous avez, certainement vous avez accès à des infos, pas secret défense, mais que peut-être vous pouvez partager avec nous. Est-ce que les problèmes de développement expliquent à eux seuls ce que nous vivons? Bon, moi, je n'ai pas accès à une information particulière. Je n'ai pas de données. Bon, moi, ce que je dis, je le base sur ma propre analyse, sur ma lecture de la situation. Bon, je ne suis pas un expert et je suis maire de Dori que depuis 2016. Ça ne m'octroie pas une connaissance particulière. Il y a beaucoup de personnes au Burkina qui connaissent beaucoup mieux la zone. Mais ce que je constate, lors des discussions, quand je fais les voyages à l'intérieur, quand je pouvais encore les faire au niveau des différents villages, et quand vous écoutez les personnes, vous voyez que ce que les gens cherchent, les gens ne cherchent pas, ne veulent pas qu'on vienne leur construire des maisons à étage ou qu'on leur donne des belles voitures, ainsi de suite. Vous allez dans beaucoup de villages et ceux qui vous disent, écoutez, nous, on ne veut pas que vous nous ameniez du riz ou du haricot ou quoi que ce soit, on ne demande pas ça, on vous demande de nous donner de l'eau. Le reste, on va le trouver nous-mêmes. Nous avons des populations qui ne sont pas très exigeantes et qui sont très travailleurs. C'est connu, les Burkinabés, c'est cela. Mais maintenant, ce minimum dont ces populations-là ont besoin, ce minimum qui ne leur est pas accessible. Tu ne peux pas leur demander d'aller fourrer à 100 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. Tu ne peux pas leur demander de faire un aménagement hydraulique pour pouvoir alimenter leur activité pastorale ou agricole ou ainsi de suite. Donc moi, ma lecture, je n'ai pas accès à une information, à une source d'information particulière, je vous rassure. Si c'était le cas aussi, peut-être que je vous le dirais, mais que je ne vous dirais pas mes sources. Mais ce que ma lecture, c'est vraiment, c'est essentiellement ces questions de développement. À côté, nous développons des initiatives qu'on essaie de mettre en œuvre pour répondre à la situation. On peut parler des initiatives louables sur papier, au moins comme le programme d'urgence pour le Sahel, le PADEL, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut constater, c'est que c'est même la mise en œuvre de ces programmes-là rencontre des difficultés sur le terrain et on n'arrive pas à capitaliser là-dessus. Parce que ça fait déjà quand même 3-4 ans que ces programmes ont été lancés. Mais au point de vue impact, on n'arrive pas encore à en tirer les dividendes parce que nous avons des difficultés pour les mettre en œuvre. Et c'est toutes ces questions de développement qu'il faut avoir le courage de poser sur la table, de faire un diagnostic sans complaisance. Il faut sortir de ce cadre-là. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on ait le courage de se regarder en face et se dire la vérité. Sans remettre en cause les compétences de qui que ce soit. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à voir le bout du tunnel. D'accord. Oui. Vous voulez préciser votre... Non, c'est une dernière question liée à Dori parce que c'est vrai qu'avec la suspension du processus d'enrôlement, les élections municipales naturellement vont être reportées. La question c'était de savoir quelle est la situation de Dori. Est-ce que véritablement dans ce contexte on pouvait tenir les municipales à Dori? La situation est difficile parce que point de vue sécuritaire, aujourd'hui, même quand vous allez à un rayon de 5 km autour de Dori, vous avez des difficultés pour vous déplacer. Et la situation, comme je disais tout à l'heure, ne fait que se détériorer. Il y a encore 6 mois, 8 mois, j'ai effectué des déplacements dans certains villages. On est en train de mettre en place les commissions foncières villageoises par rapport à la gestion du foncier dans certains villages, mais aujourd'hui, il faut constater qu'on ne peut plus se permettre de le faire. Aujourd'hui, même arriver à Dori devient un problème. Vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme attaque sur l'axe, sur la route nationale entre Kaya et Dori, juste même au niveau du péage de Dori. La situation est difficile. Donc aujourd'hui, je sais pas comment est-ce qu'on peut parler d'élection aujourd'hui à Dori. Et ce qui se passe à Dori aujourd'hui, Dori encore ça va, mais sur les 26 communes de la région du Sahel, je n'en vois pas une aujourd'hui qui est épargnée. Je vois pas une aujourd'hui où vous pouvez aller parler d'élections et puis que les gens vont vous écouter, ils vont comprendre le bien fondé de tenir des élections dans un contexte pareil. Les gens sont en train de chercher, c'est une question de survie aujourd'hui là-bas, ce n'est pas une question d'institution ou de fonctionnement des institutions ou de mairie ou quoi que ce soit. Les gens ont la tête ailleurs. Hein. Okay. Peut-être pour rebondir sur la même question, c'est vrai, avant ce qu'on a eu pour les présidentielles, il y a un travail qui a été fait par l'Assemblée nationale. On avait estimé effectivement qu'il y avait des réaménagements à faire avant de tenir ces élections-là. On a vu le débat que cela a suscité. Est-ce qu'on a été rattrapé par la réalité?
Je pense qu'on a été rattrapé par la réalité parce que même, justement, déjà même au niveau des présidentielles, parce que oui, on a un président qui a été élu démocratiquement avec toute la légitimité qui s'y est, mais au point même de la tenue du scrutin, nous avons vu qu'il y a beaucoup de communes aujourd'hui où les communes, des populations entières n'ont pas pu voter, n'ont pas pu accéder au bureau de vote. Le bureau de vote est purement et simplement fermé dans beaucoup d'endroits. Même au niveau de ma commune, la commune de Dori a 78 villages. Sur les 78 villages, il y a plus de 39 villages qui n'ont pas pu voter. Ni pour les législatives, ni pour les présidentielles. 39 villages, c'est suffisant pour faire élire quelqu'un député. Et vous avez d'autres provinces, quand je prends par exemple la province du Yaga, où sur 7-8 communes, vous avez peut-être 1 ou 2 communes à peine qui ont pu voter. Donc, bon, oui, je comprends ceux qui ont voulu qu'on aille absolument, parce qu'il fallait quand même éviter ce vide constitutionnel. Je suis entièrement ce saut dans l'inconnu. Je suis d'accord. Mais maintenant, il faut avoir le courage de regarder la suite des choses et se poser les bonnes questions et puis avoir le courage de prendre des bonnes décisions au regard du contexte dans lequel nous sommes. Mais ce ne serait pas la première fois. Il y a eu beaucoup de pays dans la sous-région où nous avons vu, à cause de la question sécuritaire, ils ont eu le courage de remettre en cause la nécessité de tenir des élections et ainsi de suite. C'est de bonne guerre. Mais tant que la communication est bien faite et que les gens comprennent le bien fondé et que ceux qui sont responsables de ces politiques prennent le temps d'expliquer aux populations pourquoi on devait faire ainsi de suite, mais les populations n'ont pas de problème à écouter et à apprécier. Oui, on est un député maire d'une zone, comme dit Bernard, sensible. Bon, tout à l'heure, lorsque vous faisiez les diagnostics de l'avancée, on va dire comme ça, de ces messieurs-là, vous parliez de la question de développement qui est quand même, quoi qu'on dise, une brèche dans laquelle les gens s'engouffrent. Parce qu'il y a comme un terreau qui est fertile là, il y a des propositions qui sont faites, et c'est alléchant, et il y a des gens qui succombent à cela. Mais il y a aussi beaucoup qui, dans l'analyse, posent aussi le fait religieux. Moi, je le dis parce que vous êtes dans une zone où, je ne vais pas dire que vous côtoyez, mais vous êtes sous la pression quotidienne de ces messieurs-là. Est-ce que c'est un débat qu'on ne veut pas aborder? Parce qu'à un moment donné, on a vu beaucoup de rapports qui faisait état de ce que dans beaucoup de zones du Burkina, il y avait un prêche qui était très rigoriste, mais qui était permis, et il y avait un fondamentalisme qui était petit à petit en train de s'installer, mais bon, qu'on a laissé faire. Est-ce que c'est un débat? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Est-ce que c'est un débat qui est un peu tabou? Je veux comprendre. Pour un député maire, en tout cas, d'une zone telle que Dori. Oui, c'est une question qui nécessairement, le contexte nous amène à poser ces questions et à débattre de cela ouvertement. Oui, la question religieuse se pose avec acuité, la question des tendances, ainsi de suite, parce que nous voyons que ces hommes qui traversent nos villages abordent les questions religieuses et tendent à donner des indications, oui, laisser pousser la barbe, les femmes doivent se couvrir, ainsi de suite. Mais la religion ne vient pas d'arriver chez nous, la religion n'est pas venue avec eux. La religion existe chez nous depuis très longtemps. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent nous donner des leçons sur les questions religieuses. Mais le maître mot qui a toujours dirigé toutes ces questions entre les différentes religions, c'est la tolérance. On a toujours été très, très tolérants. Notre société permet à celui qui a ses convictions de les pratiquer, mais dans le respect des convictions des uns et des autres aussi, parce que c'est le principe de la vie en communauté. Donc maintenant, certains estiment que c'est des abus, les questions qui sont posées, les décisions, je veux dire l'orientation que certains essayent de donner de la religion, mais il est important dans ce genre de cas de laisser la parole aux religieux. Et quand je prends le cas de Dori, où nous avons l'Union fraternelle des croyants qui fait un travail formidable sur le terrain, je les salue au passage, ils ont le courage de poser ces questions et le maître mot, quand toutes ces confessions se retrouvent, c'est la tolérance. Chacun a le droit de pratiquer sa religion selon sa lecture des religions, mais sans que cela n'empiète sur les responsabilités, sur les libertés des autres. Et le principe d'aller exiger que telle personne pratique la religion comme toi-même tu la lis, cela n'est pas acceptable. Donc nous mettons les hommes de religion en avant. Eux, ils mènent ce débat avec tout l'argumentaire qui s'y est, sans qu'il y ait de soupçons de manipulation politique, ainsi de suite. Parce que si moi je vais m'asseoir quelque part pour essayer de parler de religion, on va me demander mais d'où est-ce que toi tu es venu? À juste titre d'ailleurs.
Donc les religieux mènent le débat, on parle de tolérance religieuse, on parle de coexistence pacifique entre les différentes religions. Ce n'est pas né aujourd'hui, ça a toujours existé dans ces zones. Et il faut renforcer cela, il faut renforcer le fait que chacun doit respecter les libertés des autres et les libertés surtout de croyance des uns et des autres. Autre question, sur un moment donné du débat politique, sur les missions même de nos forces de défense et de sécurité dans certaines zones, avec des arrestations et des morts qu'on a eues, on vous a vu très ferme sur certaines dérives de nos forces. Aujourd'hui, peut-être, je vais dire que c'est pas ça le débat, mais dans les propositions qui sont en train d'être faites, on a entendu par exemple Maître Béléwindi Sankara dire que dans certaines zones, ça allait être intéressant de passer à un état de siège. On sait ce que ça veut dire aussi en termes de possibilités de dérive. Vous, comment vous voyez ce type de proposition? Moi, je vois que c'est une question qui est toujours d'actualité. Moi, je me dis que nous sommes dans un état de droit. Et le principe d'un état de droit, c'est que tous les citoyens sont égaux et que la justice est là, elle doit rester indépendante et impartiale. Et à partir du moment où vous avez des allégations, je ne suis pas juge, je vous laisse cette responsabilité. Vous avez des allégations de pratiques qui ne sont pas compatibles avec l'état de droit. L'État doit s'affirmer. L'État doit intervenir pour que les populations, que personne ne se sente lésé dans ses droits, parce que nous avons tous les mêmes droits dans ce pays. Donc, ce qu'il faut déplorer, c'est le fait qu'il y ait eu ces allégations qui étaient très sérieuses, mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une suite appréciable de ces questions-là. Je vais parler de Yirgou, je vais parler de Tanwal-Bougou, je vais parler de Kain, ainsi de suite. Mais on ne peut pas tolérer que ces genres d'agissements-là se mènent dans notre pays et à côté, on fait des grandes conférences, on parle de cohésion sociale, de réconciliation nationale, ainsi de suite. Mais la réconciliation doit commencer d'abord par le fait que ces institutions, qu'il s'agisse de la justice, ainsi de suite, l'État, assument leurs responsabilités. À chaque fois qu'il y a quelque part un soupçon d'une injustice, l'État doit se mettre en branle pour protéger le citoyen, qu'importe qui il est, qu'importe où il est. Qu'il soit à Tanwal-Bougou, qu'il soit à Gawa, qu'il soit à Diguel, partout où il est burkinabé, nous sommes tous égaux en droit. Et l'État doit se mobiliser pour le protéger. Donc, d'autant plus que quand ces accusations concernent des assassinats à grande ampleur, je ne parle pas, même une personne ou deux personnes qui est tuée dans son village ou dans son champ, c'est un problème. Mais quand ça atteint ces ampleurs-là, cette ampleur-là, mais Yirgou, est-ce qu'on aurait imaginé que dans ce pays, on aurait vécu ce qu'on a vécu à Yirgou? Mais maintenant, après Yirgou, on en a vécu d'autres aussi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque part, il y a un semblant d'impunité qui est en train de s'installer. Mais je pense que dès qu'il y a un premier cas, si on frappe fort et que les institutions se mettent en branle et qu'on dit que non, dans notre État, ceci n'est pas acceptable, ceci n'est pas tolérable, ça amène quelque part aussi les populations à avoir confiance en cet État-là. Et ça participe à la construction de la paix. Ce n'est pas anodin. Il ne faut pas séparer ces événements-là. Toutes ces actions, toutes ces situations contribuent à construire la paix. Ça contribue à renforcer l'autorité de l'État, la perception même de l'autorité de l'État. Il faut que le citoyen ait cette perception. Si pour lui, il ne sent pas qu'il a un État et qu'il a des règles auxquelles il doit respecter, c'est qu'on est tous en brousse. Alors bientôt, on va tous sortir les arcs et sortir les fusils et chacun va se défendre comme il peut. Donc, pour moi, c'est très important. Bien vrai qu'on n'était pas déjà en état de siège, j'ai dit il y a des choses que vous avez dénoncées. Il y a la proposition d'état de siège dans certains lieux. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ça ne risque pas qu'il y ait quelques dérives avec? Est-ce que pour vous c'est une solution possible? Vous savez, je me rappelle que la dernière fois à l'Assemblée, quand nous avons prorogé la loi sur l'état d'urgence dans certaines régions, le débat que nous avons mené, nous avons regretté le fait que le gouvernement ne soit pas venu pour nous faire le bilan de la mise en œuvre de cette loi-là. C'est une loi qui comporte beaucoup de restrictions en termes de liberté individuelle. Aujourd'hui, à Dori, vous avez un couvre-feu de minuit à 4h, 5h du matin. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur commerce qui fonctionnait durant ces heures-là. Ils sont prévus de cela, mais à côté, on ne sent pas l'effet de ces restrictions de liberté. Donc on a déploré le manque de communication déjà à l'époque. Les questions étaient posées à l'Assemblée pour demander de proroger cet état d'urgence. Venez nous dire déjà,
depuis que vous l'avez mise en œuvre, quels ont été les faits? Parce que ce qu'on constate, c'est que la situation se détériore. Donc les populations sont tentées de se dire, mais écoutez, laissez-nous faire ce qu'on a à faire parce que vous nous empêchez de circuler, vous nous empêchez de travailler, de gagner notre quotidien, mais à côté, vous n'arrivez pas à améliorer la situation. Donc déjà, en ce qui concerne l'état d'urgence, on a ces questions-là qui sont sur la table. Donc maintenant, si on veut aller dans un état de siège, qui a un niveau encore plus élevé, un niveau plus grave, je ne dis pas qu'on va pas le faire, mais il faut venir expliquer aux populations, déjà avec l'état d'urgence, pourquoi certaines choses ne marchent pas, parce qu'on constate que les décisions même qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence ne sont pas les mêmes d'une région à une autre. Nous voyons certains endroits où on prend des restrictions, je ne les remets pas en cause, mais dans d'autres endroits on ne le fait pas. Donc déjà, dans les limites de ce que la loi prévoit dans le cadre de l'état d'urgence, qu'est-ce que nous en avons fait? Quel est l'impact? Et là, le gouvernement pourrait à ce moment apporter son argumentaire sur pourquoi un état de siège et faire expliquer ça par la population. Parce que si vous pouvez vous asseoir à Ouaga, prendre toutes les mesures que vous voulez. Mais si vous n'allez pas expliquer aux populations au niveau des zones pourquoi vous les prenez et quel est le bien fondé de cela, vous allez prendre vos mesures ici, vous allez vous asseoir dans vos salons feutrés de Ouaga et seront de nuls et non effets. D'accord, pour ceux qui nous prennent en marche sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM, Aziz Diallo, vice-président du PDS et député maire de la ville de Doré, est notre convoqué du jour. C'est vrai que tantôt, juge va pointer du doigt la responsabilité de l'Assemblée nationale dans cette lutte-là. Il y a une loi de programmation militaire qui a été votée en 2017, on connaît les chiffres, on parle de 725 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre la réforme de l'armée. Alors, quelques années plus tard, on parle de dysfonctionnement, d'incapacité de ravitailler les hommes, les troupes combattantes. Comment vous voyez tout cela et qu'est-ce qui est fait au niveau de l'Assemblée nationale? Parce qu'on connaît votre mission, c'est aussi contrôler l'action du gouvernement, ou bien le contrôle s'arrête devant les portes des casernes? Non, je pense que tout le monde est estomaqué parce que nous avons vu ce qui s'est passé à Inata. En tant que Burkinabé, on ne doit jamais accepter cela. Et le chef de l'État a parlé de dysfonctionnement, il a parlé d'une enquête administrative. C'est quelque chose à saluer, mais il faut aller bien au-delà de cela. Ça n'aurait jamais dû arriver. Vous savez, on est en 2021, ça fait depuis 2015-2016 que nous subissons ces attaques. On peut comprendre qu'en 2016, qu'on ait des difficultés pour s'ajuster, et ainsi de suite, mais depuis 2016, nous sommes nous sommes à l'intérieur, nous avons des officiers qui ont fait les grandes écoles de guerre dans le monde, qui ont fait les missions onusiennes, et ainsi de suite. Le Burkinabé ne peut pas accepter qu'en 2021, qu'on ait ce genre de choses. Donc le chef de l'État a parlé de dysfonctionnement. Il faut aller bien au-delà de cela. Oui, nous avons voté la loi de programmation militaire. Mais quelle est notre conviction aujourd'hui? On n'a pas de conviction sur l'impact de cette loi de programmation militaire. Mais ce que nous constatons, c'est que ça ne marche pas. Nous constatons que tous ces 700 milliards, ainsi de suite, que le soldat qui est à Inata, ou le soldat qui est à Bundoré, ou qui est à Dablo, il a des difficultés pour fonctionner. Il a des difficultés pour fonctionner. Il nous revient des questions toujours liées au matériel et aussi à l'alimentation. Donc, je pense que il faut aller très fort, il faut frapper très fort. Nous demandons carrément même un audit. Cette loi de programmation militaire, il faut qu'il y ait un audit sur, pas seulement la loi de programmation militaire, mais tout ce qu'il y a eu comme budget alloué à l'armée sur ces 5-6 dernières années, ayons le courage de commanditer un audit et assurons-nous que voilà tous ces argents, parce que c'est de l'argent quand même du contribuable. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent que des Burkinabés, c'est des sacrifices que les Burkinabés ont consentis. Ces dernières années, nous avons vu que certains secteurs clés, notamment les ministères de l'eau, les ministères de l'agriculture et de la santé, ont vu leur budget dimensionné, vraiment revenir à la baisse au profit de la sécurité. Donc c'est des efforts qui sont consentis. Et donc on a un droit, après avoir consenti ces efforts, on a un droit de demander des réponses. Et surtout quand on voit ce qui s'est passé à Inata et ainsi de suite. Il faut aller loin, il faut prendre des mesures très fortes, il faut que les gens prennent leurs responsabilités, que les responsabilités soient situées et que vraiment l'état de droit se mette en branle sur ces personnes-là. C'est inacceptable. À côté aussi, nous voyons ces soupçons de trafic de carburant au profit des groupes terroristes. Mais c'est intolérable et tolérance devrait être vraiment zéro pour ce genre de cas. Il faut vite mettre en marche, que la justice agisse encore beaucoup plus vite pour que les bons signaux soient envoyés. Le peuple aujourd'hui a besoin d'espoir.
Et cet espoir-là, c'est ce genre d'action, ce genre de signal-là qui va lui permettre d'avoir un espoir pour ne pas se dire que tout est perdu, tout est fichu, je vais aller m'asseoir, me coucher dans ma case et attendre que le bon Dieu revienne sur terre. Non, il faut prendre des mesures. Il faut prendre les mesures le plus urgemment possible. Il y a des mécanismes qui sont prévus au niveau de la justice pour juger ce genre de cas. On peut faire un audit commandité assez rapide, en 1 mois, 2 mois, pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau du fonctionnement, au niveau de l'armée, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tous ces milliards-là n'arrivent pas aux soldats qui sont censés nous défendre et qu'aujourd'hui qui se retrouvent incapables au regard de leur dotation en matériel et même en alimentation, et même il nous revient même des questions de prise en charge. Il faut avoir le courage de regarder au fond cette affaire dans les limites des institutions que nous avons. Nous avons des corps qui sont en mesure de faire ces audits-là. Nous avons la SCE. La SCE peut très bien, ce ne serait pas le premier audit qu'ils vont faire, ils peuvent très bien le faire. Il faut le faire en urgence et prendre les mesures qu'il faut. Alors, vous avez été initiateur d'ailleurs de l'audition en urgence des ministres de la Défense et de la Sécurité. L'attaque d'Inata a également précipité les choses. Maintenant, à la lumière de ce que vous dites, on a une idée de ce que vous voulez savoir, vous, avec comment on appelle ça, avec ces ministres. Maintenant, c'est la suite. Parce que le système est tel que les questions sont déjà parties pour que les ministres se préparent. Vous représentez les citoyens donc au niveau de l'Assemblée nationale. Mais la suite, est-ce qu'on pourrait, comment on appelle ça, penser à ce qu'on ait une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire? Parce qu'il y en a également qui le demandent. Bon, vous savez, moi j'ai eu l'occasion de participer à certaines commissions d'enquête parlementaire. Et ce qu'on peut constater, c'est que ces commissions ont fait de très grandes révélations, mais malheureusement la suite qui a été donnée à ces commissions d'enquête parlementaire n'est pas à la hauteur des attentes des populations. Je me souviens qu'une fois, dans une discussion avec un des ministres, j'avais souhaité même qu'on modifie la Constitution pour que, quand l'Assemblée nationale fait une commission d'enquête parlementaire, qu'elle ait le pouvoir de saisir directement une autorité judiciaire, au lieu de soumettre ça à l'exécutif. Parce que quand vous faites une enquête parlementaire et que vous remettez à l'exécutif, et l'exécutif le met dans le tiroir, vous les interpellez. Mais quel est le taux aujourd'hui de mise en œuvre de toutes ces commissions d'enquête parlementaire? Non. Jusqu'au point où les dernières enquêtes parlementaires que nous avons faites, notamment celles sur les sociétés immobilières, la première recommandation, c'était de mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête sur le foncier urbain. Il y a une connotation, il y a un lien intrinsèque entre les autres. Donc une commission d'enquête parlementaire, je suis pas contre le principe, mais si c'est pour soumettre à l'exécutif et que l'exécutif décide de ce qu'elle va mettre en œuvre ou pas, il faut se poser des questions sur le fonctionnement de nos institutions. Donc moi j'aurais souhaité, si on pouvait faire une commission d'enquête parlementaire et directement on saisit un juge. On demande au juge de mener les enquêtes et de mener les actions qu'il faut. Pour moi, cette commission d'enquête parlementaire aurait un sens. Mais si c'est juste pour les remplir, les entasser dans les tiroirs, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, la situation est très complexe, et très grave. Ce n'est pas juste une commission d'enquête et puis on prend le temps de le faire, d'aller faire des auditions et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est obligé de travailler dans l'urgence parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un signal à envoyer, on a des décisions à prendre pour nous permettre d'entamer ce processus de correction qui va nous ramener à une paix véritable dans notre pays. Donc, je ne suis pas convaincu que la commission d'enquête parlementaire soit la meilleure formule. Moi, je pense qu'on peut trouver une autre formule avec tous les artifices juridiques qu'il faut pour permettre de faire des enquêtes assez rapides et sanctionner et que ça aille directement au pénal et que les sanctions soient prises vraiment avec beaucoup de célérité. Alors, okay. D'accord. C'est vrai que sur la mise en œuvre des recommandations des enquêtes parlementaires, franchement, on reste perdu. C'est des interpellations, ça n'avance pas. Mais au moins, il y a des soubassements sur lesquels un jour peut-être la justice pourra s'en saisir. Je dis bien pour avancer parce que les autosaisines également ici sont très rares. Maintenant, pour revenir à votre rendez-vous avec les ministres concernés, je suis tenté de poser la question, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous êtes sûr de savoir réellement ce que vous voulez avec cela? Je pense qu'aujourd'hui, tous les Burkinabés se posent la même question, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on en soit arrivé là
et surtout pas seulement faire un diagnostic, mais surtout pour voir qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui va être fait, parce que le Burkinabé, il est soucieux de ce qui va lui arriver demain. Il va pas forcément vouloir faire des enquêtes sur ce qui s'est passé hier, mais il veut pouvoir arriver demain. Nous avons plus d'1 million de déplacés dans notre pays qui ne cherchent qu'à repartir chez eux, et ainsi de suite. Donc le corollaire est quand même assez vaste. Donc ce que nous voulons savoir aujourd'hui, on ne va pas, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas jeter l'opprobre sur nos forces de défense et de sécurité ou sur l'appareil sécuritaire, parce que la responsabilité est vraiment partagée sur ces questions-là. Mais maintenant, ce que nous voulons savoir, nous voulons être rassurés, nous voulons un peu d'espoir. Nous voulons qu'ils nous donnent un peu d'espoir, qu'ils viennent parler à l'Assemblée et aux populations et nous donner des raisons pour lesquelles on devrait avoir espoir. Et surtout, qu'est-ce que individuellement on peut faire pour s'engager, pour que nous puissions trouver les voies et moyens de sortir de cette spirale dangereuse dans laquelle nous sommes. Donc l'exécutif a un rôle, tout le monde a un rôle, ainsi de suite. Mais c'est de leur responsabilité, en tant que ministre de la Défense et ministre de la Sécurité, qui sont responsables du fonctionnement de ces institutions du domaine de la sécurité, de venir nous faire le diagnostic. C'est eux qui avaient demandé la loi de programmation militaire, ainsi de suite. Donc ils viennent nous dire maintenant, c'est de la redevabilité. C'est aussi simple que ça, c'est la redevabilité et ce principe doit être appliqué à tous les échelons, qu'il s'agisse des questions sécuritaires comme des questions économiques et ainsi de suite. C'est que ce que vous interrogez, c'est ce qu'on dit être la grande muette. Souvent, on ne parle pas trop et puis on se cache derrière certains principes. Vous êtes sûr que vous allez avoir ce que vous voulez? En fait, je ne peux pas dire que je suis sûr que nous allons avoir des réponses, mais je suis sûr qu'ils ont conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Mais maintenant, s'ils décident d'être muets, ça va avoir ses conséquences. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ils sont les mieux informés pour savoir ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils ne peuvent pas dire. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une communication et il faut qu'il y ait cette redevabilité vis-à-vis des populations. Il faut que les populations qui sont dans ces villages et dans ces régions, qui sont aujourd'hui atterrées, qui cherchent à rester en vie, il faut qu'elles sachent un peu qu'est-ce que les autorités sont en train de faire pour les permettre de garder espoir dans notre pays. Donc c'est l'objet de l'interpellation et on espère que, et je suis sûr que ce sont des officiers supérieurs, ce sont quand même des ministres dans notre pays. Je suis sûr que, en tout cas je prie le bon Dieu qu'ils aient l'inspiration bonne pour venir, pour pouvoir nous rassurer, pour qu'au sortir de là, qu'on se dise qu'on a des motifs de garder espoir sur un changement de la situation. Au stade où on en est, dans ce façon, il faut se dire que leurs mots ne suffisent plus à rassurer. Ce qu'on veut, c'est une inversion des tendances sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a son rôle que d'interroger et de comprendre les dysfonctionnements qu'on a qu'on constate aujourd'hui dans notre armée. Pourquoi est-ce que cela existe? Maintenant, je dis, à un certain niveau, on vous dira qu'on ne peut pas vous reverser certaines choses ici et là. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une bonne partie qui se fera en aparté? C'est-à-dire, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur la place, voilà, comme ça, que tout le monde sache. Mais je pense qu'il y a des explications que vous êtes en droit de recevoir puisque vous contrôlez aussi une certaine action. Absolument. Non, c'est tout à fait exact. On peut comprendre. Certaines informations peuvent être classées secret défense et nous sommes à la télévision. Vous voulez pas venir. On va pas demander aux ministres de la Défense, ministres de la Sécurité de venir étaler leur stratégie militaire devant les médias. C'est tout à fait compréhensible. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai écrit la lettre au président de l'Assemblée pour demander cette audition, dans le dernier paragraphe, j'ai parlé d'une possibilité de le faire à huis clos. Bon. En fait, il faut trouver la formule pour le faire et qu'il trouve les mots pour le faire, mais il faut déjà accepter le fait que nous sommes dans une situation très difficile et c'est important de communiquer et d'apporter la bonne information aux populations. Alors, est-ce que l'Assemblée pourrait aller jusqu'à une motion de défiance au cas où elle n'est pas satisfaite pour dissoudre le gouvernement et demander un nouveau gouvernement? Parce que c'est dans vos prérogatives. Oui, ce sont dans les prérogatives, mais je ne peux pas présager de cela. Je ne veux pas faire un procès d'intention au gouvernement aujourd'hui et je ne veux pas non plus dévancer l'iguane dans l'eau. Nous attendons quand même d'avoir des réponses. Ce sont des prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée, mais à ce que je sache aujourd'hui, la question c'est qu'ils viennent expliquer. Tout va dépendre maintenant. Je posais la question parce que vous dites que si d'aventure ils font la langue de bois et que vous n'êtes pas satisfait, il y a des perspectives. Moi, je posais la question de savoir si cela faisait partie de vos perspectives.
Puisque ça fait partie aussi de vos prérogatives, quoi. Oui, ça fait partie des prérogatives, mais ce n'est pas un débat qui a été mené à l'Assemblée. Nous n'avons jamais, à un moment donné, en tout cas, à ce que je sache, évoqué cette question. Nous sommes plus dans une situation où nous estimons qu'on doit demander des comptes au gouvernement et qu'on pense que le gouvernement sera en mesure de répondre à nos questions. Maintenant, à partir de la manière dont ces auditions vont se passer maintenant, qu'on saura quelle suite donner, mais il y a, à aucun moment nous avons envisagé déjà une motion de défiance, quoi que ce soit. Pas en ce qui nous concerne. D'accord. Finalement, c'est un huis clos ou bien ça va être public? Non, ce sera public. La séance sera publique et sera même retransmise sur les ondes. Alors, vous l'avez dit, l'heure n'est plus au débat, il faut agir, il faut des actions urgentes. C'est vrai qu'après Inata, on a eu des séries de propositions venant de la classe politique, toutes tendances confondues, les organisations de la société civile. Tantôt, Bernard, Joe va rappeler les propositions de Maître Benouné Sankara qui estime qu'il faut secouer le cocotier. Pour d'autres, il faut couper le cocotier au sommet, c'est-à-dire il faut que le commandant en chef, le chef de l'État, démissionne. Est-ce que c'est votre lecture? Vous êtes membre de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ma lecture n'est pas guidée par le fait que je sois membre de la majorité présidentielle. Ma lecture est basée sur ma propre analyse de la situation. Il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir de la mesure. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas de ceux qui demandent à ce que le chef de l'État démissionne, qu'on coupe le cocotier. Non, moi je suis dans la deuxième catégorie, il faut secouer le cocotier. Et secouer le cocotier, c'est la première responsabilité du chef de l'État. Je pense qu'il devrait prendre des mesures très très fortes parce que la situation le commande. Donc, nous disons que beaucoup de choses peuvent être faites dans les limites du fonctionnement de nos institutions. Les cadres existent pour pouvoir prendre des mesures. On a parlé tout à l'heure de l'état de siège. Il y a l'état d'urgence, il y a beaucoup de mesures déjà qui sont prévues dans le respect de nos institutions. Nous pensons que déjà au niveau du gouvernement, le président devrait prendre ses responsabilités pour que le gouvernement, je n'irai pas appeler à la démission du gouvernement, mais il nous faut un gouvernement de combat, il faut un gouvernement qui soit à la hauteur des défis auxquels nous faisons face, parce qu'aujourd'hui on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur l'efficacité des différentes politiques, des actions qui ont été menées sur toutes ces dernières années. Et on n'a pas le temps de faire un diagnostic. Aujourd'hui, il faut prendre des mesures fortes et des mesures urgentes. Je pense que le chef de l'État a toute la légitimité pour le faire. Nous pensons par exemple qu'au niveau même... Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui tout le monde parle de la sécurité et même le profane pense qu'il peut donner des conseils aux forces de défense et de sécurité, et ainsi de suite. Bon, on est obligé de faire la même chose. Mais nous pensons par exemple, parce qu'il nous revient beaucoup de difficultés en ce qui concerne même le fonctionnement des forces de défense et de sécurité entre les différents corps et ainsi de suite. Nous pensons que déjà à ce niveau, il faut revoir vite la question. Nous sommes dans une situation, nous sommes en état de guerre. Et quand nous sommes en état de guerre, il faut mobiliser toutes les forces que vous avez pour que tout le monde regarde dans la même direction. Et donc nous pensons même au niveau de nos différentes régions, nous pouvons mettre en place des états-majors au niveau des différentes régions. Des états-majors au niveau déconcentré qui permettent à un officier supérieur au niveau de chaque région de mobiliser tout ce qu'il y a comme force au niveau de cette région, qu'il s'agisse des policiers, des gendarmes, des militaires, des eaux et forêts, des douaniers, et ainsi de suite. Toutes ces personnes-là mobilisées au niveau de chaque région et réquisitionner tout ce qu'il peut avoir comme matériel pour maintenant, mais pas seulement prendre des mesures, mais exiger du résultat. On peut très bien le faire aujourd'hui, mais si on le fait et que dans un mois, 2 mois, les populations voient que rien ne change, on va dire que non, vous êtes plus en train de mitrailler leurs libertés individuelles, en train de les restreindre sans qu'ils ne voient d'effet sur leur quotidien. Donc je pense qu'il faut prendre des mesures fortes, mais dans le cadre des institutions que nous avons. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout remettre en cause et tout jeter à la poubelle. Une actualité en lien avec la situation sécuritaire. Kaya est en passe de devenir la ville symbole de la lutte contre la présence de militaires français sur le territoire burkinabé. Alors, votre regard sur la gestion de cette affaire-là, c'est plus une question de blocage de convoi, mais on peut parler de prise en otage d'un convoi sur le sol burkinabé. Comment vous analysez tout cela? Je pense qu'il faut... Moi, j'ai du regret quand je vois la manière dont cette question-là est traitée. Vous savez, je peux comprendre les populations qui sortent, qui manifestent pour arrêter le convoi, et ainsi de suite. Tout cela est lié à la désolation dans laquelle nous sommes. Parce que c'est pas la première fois que les convois traversent notre pays sur le même trajet de la Côte d'Ivoire pour aller au Niger. Nous savons tous que c'est un couloir d'approvisionnement pour les militaires nigériens. Mais ce que je dis, les Nigériens ont le droit de demander aux Français de venir les soutenir. Les Nigériens ont le droit de signer des traités pour accepter des forces étrangères
dans leur pays. Et nous aussi, on a le droit d'accepter que les forces étrangères traversent notre pays, comme on a le droit de refuser. Mais cette décision-là, elle n'est pas prise par ces militaires qui sont dans ce convoi qui traversent les zones. Il faut poser la question, il ne faut pas se tromper de bagarre. Il ne faut pas se tromper de bagarre dans le sens où, si nous voulons que notre pays interdise que les forces étrangères traversent notre pays ou même soient présentes sur notre pays, adressons-nous à nos autorités et faisons ces requêtes-là, faisons-le dans le cadre des textes auxquels ils sont. Mais prendre en otage un convoi de la sorte, moi je vois ça d'un mauvais œil. Je ne pense pas que ce soit la solution. On peut vous souhaiter que le débat soit posé, mais pas de cette manière. On peut manifester contre le passage des soldats étrangers sur notre territoire, mais pas jusqu'à prendre en otage un convoi comme ça sur toute cette durée, avec toutes les implications. C'est quand même un convoi militaire. Et je ne suis pas un militaire, mais je sais qu'un convoi militaire, c'est très très sensible, parce que vous ne savez pas ce qui se trouve à l'intérieur de ces conteneurs. Et le soldat qui protège ce convoi-là, vous ne savez pas jusqu'où il a autorisation d'aller pour protéger ce convoi. On remercie le bon Dieu, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Mais ce genre de truc-là, facilement, c'est la catastrophe. Et on se retrouve déjà de plus dans certaines zones qui sont vraiment déjà dans une situation d'insécurité. Je peux vous en dire quelque chose parce que dimanche, moi, je suis venu de Dori. Pendant qu'on était en train de bloquer le convoi ou manifester à Kaya, à quelques kilomètres de là, entre Tougouri et Nari, vous avez des hommes armés qui sont allés brûler des cases, brûler des commerces sur la route nationale, à quelques kilomètres de là. Donc pendant qu'on est là en train de s'obstiner à bloquer un convoi, les terroristes sont en train de nous causer des dégâts à quelques kilomètres de là. On se trompe de bagarre. J'ai le fort pressentiment qu'on se trompe de bagarre. On doit canaliser nos efforts vers la situation à laquelle nous faisons face. Parce que même quand vous avez ces manifestations, et ce que j'ai vu dimanche à Kaya, j'ai vu les policiers, ils étaient exténués. Pendant 2-3 jours, ils étaient là en train de contenir les foules par rapport à ce convoi. Pendant que nous avons d'autres défis juste à côté, dans les villages environnants. Il faut vraiment faire la part des choses. On comprend vraiment le sentiment des populations, cette exaspération. Ils voient des convois, des militaires, tout le monde vient, ainsi de suite. Mais il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Aziz Diallo, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes député maire de la ville de Dori, vous êtes vice-président du PDS. Merci d'être passé, je l'ai dit. Merci aussi, messieurs les juges, pour ces clés de lecture. On va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Vous le savez, c'est jeter un regard critique sur l'actualité en attendant. Restez fidèles sur le programme des médias leaders True TV et Watt FM.